présent pour cet événement. Merci à Farah de nous présenter un super beau sujet. Ministry of Testing, c'est vraiment une organisation internationale qui a pour but de diffuser les bonnes pratiques du test à travers différents types d'événements, donc comme celui-là, des meet-up avec une ou deux présentations, des link coffee, des dojos qu'on peut retrouver sur leur site. Donc, ou comme on a eu l'occasion d'organiser il y a 2-3 semaines un link coffee. Donc, je vous encourage vivement à aller faire un tour sur le site de Ministry of Testing. Donc, la particularité, c'est que toutes les ressources sont en anglais. Donc, si vous avez du mal avec la langue de Shakespeare, ça va être compliqué. Mais n'hésitez pas à aller faire un tour. C'est super bien documenté. On retrouve vraiment tous les types de principes. Et voilà, c'est différentes informations qu'on peut vous fournir par rapport au contenu que peut diffuser Ministry of Testing. Du coup, je ne sais pas s'il y a d'autres membres du Ministry of Testing qui veulent intervenir. Sinon, Farah, tu as place au sujet. Très bien. Hop, je laisse la parole. Je ne sais pas qui voulait prendre la parole. Je disais juste que Mimoun a très bien résumé. Très bien. Bon, du coup, prenons la main. Donc déjà, on va, pour ceux que du coup qui sont allés du coup sur le lien Klaxoon, on va pouvoir aller avec la première question qu'on va vous poser. C'est, vous a-t-on déjà demandé de reproduire un comportement de production sans avoir le scénario? À vous de répondre par oui ou par non, histoire qu'on voit les tendances. Même si je pense, c'est quand même ma petite idée, si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous avez sûrement déjà eu affaire à cette question. On a pas mal de votes hein, et vous êtes 18 à dire oui jusqu'à présent. Déjà, pour me présenter, donc moi je suis Farah Chapchoub, je suis Head of QA chez MangoPay et ce depuis 2017. Je remercie à mon tour du coup Ministry of Testing Lille, Lyon, Nantes, Paris, Rennes hein, pour l'invitation. Je suis vraiment ravie d'être aujourd'hui parmi vous. Je pense qu'on peut déjà fermer le premier sondage. Et la tendance est visible, clairement. On va vous partager les résultats. Mais je vois qu'à 89%, vous avez répondu par oui. Donc, vous êtes au bon endroit et j'espère que je vous apporterai quelques réponses du coup par rapport à cette question. Du coup, avant de commencer, je vous présente très brièvement qui est MangoPay. Je ne sais pas si vous connaissez MangoPay. MangoPay, du coup, c'est une marque blanche. Donc, c'est un produit qui est B2B, majoritairement avec une offre d'API, mais on a également d'autres produits. Et nous sommes en fait un facilitateur de paiement pour les marketplaces, les fintech ou encore les crowdfunding. Vous avez d'ailleurs ici, vous voyez une panoplie de certains de nos clients qui sont assez connus, comme Ulule, Vinted, Laruche, Litchi et encore, il y en a encore plein. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons plus de 2500 clients sur 26 pays en Europe, avec en 2019 plus de 150 millions de paiements faits à travers notre plateforme. Farah, on a perdu ton son. C'est mieux? C'est mieux. Alors, tu t'es retrouvé à être muté, je ne sais pas par qui, comment, mais tu t'es fait... Où est-ce qu'on s'est arrêté? C'était rapide. Bon, pas de souci. Donc, je disais que du coup, en fait, aujourd'hui, MangoPay, c'est 16 moyens de paiement sur 15 devises disponibles. Donc, du coup, à l'international et en Europe. J'espère que vous m'entendez toujours. Oui, t'inquiète pas, je te le dirai si on t'entend plus. Très bien, merci. Donc, du coup, qu'est-ce qui fait notre différence sur le marché? Clairement, on est une fintech, donc on travaille dans le milieu bancaire. Et ce qui nous différencie d'une banque, c'est en fait notre capacité à être
innovants et à chipper des fonctionnalités en production assez concurrentielles et en très peu de temps. Et clairement, nous nous situons sur la partie business la plus à risque pour nos clients. Typiquement, le paiement chez du Vinted, si ça ne fonctionne pas, ça peut être un désastre. Donc, on a un engagement, que ce soit d'un point de vue légal ou encore moral, assez fort sur la qualité de service et sur la continuité de service. Et je peux vous dire que la tâche n'est pas facile, car la trajectoire qu'on a prise avec le temps, depuis notre création en 2014 jusqu'à aujourd'hui, elle nous a aidé aussi à apprendre de nos erreurs et à vraiment avoir une stratégie d'assurance qualité qui est la nôtre, dont du coup je vais vous parler plus en détail. Du coup, quels sont les premiers pas qui ont été pour MangoPay? Je pense que les premiers pas de MangoPay sur l'assurance qualité sont comme toute start-up ou boîte qui commence. C'est clairement quand on va lancer une boîte, on va penser plutôt à recruter un développeur, un sales, peut-être même du produit aujourd'hui, mais très rarement on va penser assurance qualité, testeur, etc. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que si on est en plus de ça chanceux, et on va dire qu'on connaît la cause, et on va tester, donc faire tous les tests de validation et tests de non-régression qui vont être faits par le produit ou par le développeur juste après la phase de développement et avant d'aller en production. Et ça, bien sûr, si on est chanceux, de ne pas les faire en production. Par la suite, du coup, on va avancer. Et en fait, plus on va aller typer des choses en production, plus on va s'en rendre compte. Je ne sais pas si vous connaissez ce graphe, mais ce graphe, il est assez connu et surtout montre pas mal aussi à quel point aussi c'est intéressant la qualité de service. C'est qu'en fait, plus vous allez détecter un problème plus tard dans le cycle de vie de votre développement, plus il vous coûtera. Et plus vous allez le détecter tôt, moins il vous coûtera, tout naturellement. Et c'est donc dans cette démarche que MangoPay a essayé d'introduire l'assurance qualité avec des bonnes pratiques plus tôt dans le cycle de vie. Donc, ça a commencé par le fait de rajouter, par exemple, de la revue de développement croisée sur, du coup, l'environnement de développement. Donc, du coup, pouvoir faire une relecture par les développeurs de leur développement. Et aussi rajouter des tests unitaires. Mais en fait, cela n'était pas non plus assez suffisant quand on a voulu aller très vite en production, chipper de la fonctionnalité très vite et être dans le concurrentiel le plus innovant et le plus vite. Donc, du coup, ce qui s'est passé, c'est après, en 2016, il y a eu du coup un recrutement QA. Donc, on a commencé à structurer un pôle. Et on a pensé du coup à rajouter un environnement d'intégration avec de l'intégration continue, avec vraiment des best practices d'assurance qualité, avec le BDD, le TDD. Vraiment, il y a eu plus de sensibilisation, on va dire, sur la question. Mais là encore, en fait, on se retrouvait avec des problématiques assez isolées. Typiquement, des problématiques qui étaient liées à la structure de la data, au trafic qu'on a en production. Donc, du coup, on a directement mis en fait en place un nouvel environnement qui est un environnement de performance pour faire dessus des tests de déploiement, des tests de charge. Et cet environnement, du coup, a la particularité d'être très proche de la production en termes de données, et en termes de disposition, on va dire. Et en fait, ce que vous devez aussi avoir en tête, c'est toute cette chaîne-là, elle est automatisée. Donc, il y a très, très peu de tests manuels. On a plutôt favorisé des tests automatiques. Mais même avec tout cela, toutes ces best practices d'assurance qualité, on a toujours des problèmes en production qui sont imprévisibles. Et ça, c'est normal, c'est humain. Clairement parce que soit il y a des scénarios qui vont nous échapper auxquels on ne va pas penser le plus tôt possible, soit parce que typiquement on a un service externe qui n'a pas le même comportement en test qu'en production, ou encore d'autres problématiques qui sont très très liées à la production elle-même et sa configuration. Donc on s'est rendu à l'évidence que de toute manière, juste avec nos tests, on n'allait pas pouvoir détecter tout avant d'arriver en production. Donc là, on va aller avec la deuxième question que j'ai envie de vous poser. Quel titre préfériez-vous pour un ingénieur assurance qualité? Pour vous, est-ce que c'est un testeur? Est-ce que c'est un QA?
Est-ce que c'est autre? À vous, du coup, de répondre à la question via klaxon. Est-ce qu'on a quelques réponses? On va laisser un petit peu plus de réponses. Pour le moment, on n'en a que 3. Pourquoi je vous pose... Oui. Il y a des likes, Farah, sur les propositions. Très bien. Bah, du coup, je pense que peut-être déjà, affichons jusqu'à présent, quelle est la nomenclature la plus aimée, on va dire. Testeur, d'accord. Très bien. Et ben, si je vous pose la question, c'est parce qu'on s'est penché sur la question sur MangoPay pour se dire qu'est-ce qu'un testeur, un ingénieur assurance qualité chez nous. Et en fait, nous sommes arrivés sur le fait que pour nous, du moins chez MangoPay, c'est un ingénieur assurance qualité et je vais vous dire pourquoi. Alors, déjà, la première chose, c'est on s'était dit quel est le rôle aujourd'hui du testeur chez nous? Quelle est sa plus-value? C'est où qu'il donne quelle est vraiment sa plus-value et qu'est-ce qu'il apporte réellement à la boîte? Pourquoi on en a réellement besoin? Et en fait, on s'est rendu compte que la plus-value d'un ingénieur assurance qualité ou du testeur, c'est en fait d'être vraiment on va dire, impliqué dès les premières briques du projet. Donc, d'être vraiment dans la prévision pour avoir une vision, que ce soit technique, business, comprendre pourquoi on met les choses et non pas juste exécuter des tests ou du moins relire des scénarios qui ont déjà été écrits. Le deuxième point, c'est qu'il a un rôle plutôt d'implication et de sensibilisation des autres équipes, que ce soit le produit ou encore les développeurs, afin d'avoir une culture dans la boîte qui est centrée sur la qualité de service et que la qualité de service ne soit pas que on va dire, la responsabilité du testeur ou de l'ingénieur assurance qualité. Et enfin, il travaille aussi main dans la main avec l'ensemble des parties prises pour maîtriser le plus le risque et être, on va dire, confort quand on arrive, que ce soit avant d'aller en production, mais aussi quand on arrive en production et même voire après. Et c'est là, du coup, se définit ce assurance qualité. Parce qu'en effet, il y a une partie de test, de typiquement de validation, d'écriture de scénario qui est tout au long du développement et avant d'aller en production. Mais il y a également toute une autre partie qui est surveiller la production et surveiller la qualité de ce qu'on a en production. Et c'est aujourd'hui, du coup, le rôle d'un ingénieur assurance qualité chez nous, chez MangoPay, c'est non seulement tester, être dans la prévision, mais également surveiller. Si on se penche, du coup, plus sur la surveillance, parce que c'est un petit peu le sujet d'aujourd'hui, les surveillances, il y a deux types de monitoring, le monitoring actif et le monitoring passif. Le monitoring actif, c'est ce qui se passe, on va dire, plus historiquement dans le domaine de la tech. Clairement, c'est tout ce qu'on a côté infrastructure, Ops, donc les équipes qui vont avoir des indicateurs sur la qualité de service par rapport aux serveurs, par rapport au CPU. Donc vraiment, c'est des indicateurs sur l'infrastructure qui vont nous aider à donner des temps comme par exemple des nomenclatures comme l'uptime, comme est-ce qu'un serveur il est up ou down, etc. Mais en fait, ce qui fait la différence avec le monitoring passif, et c'est là où se positionne la QA aujourd'hui chez MangoPay, c'est en fait le monitoring passif, lui, au lieu de regarder la qualité de service, on va se concentrer sur la qualité d'expérience. Typiquement, vous pouvez avoir un serveur qui répond, qui est up, vous pouvez être redirigé vers une page en tant qu'utilisateur, avoir une 302, mais en fait, l'expérience sur cette page, elle est totalement dégradée parce que le bouton, il est mal affiché, ou il n'y a pas de bouton, ou la page, elle est blanche. Et donc, du coup, c'est vraiment quelque chose qui est tourné sur l'expérience de l'utilisateur, sur la qualité de ce qu'on lui délivre et qui est en fait complémentaire à ce que vous allez tester parce que en quelque sorte, l'utilisateur va tester pour vous et du moment où lui, il n'a pas eu le comportement qui pose problème, et ben vous serez incapable de le voir ou sinon, si vous y étiez capable, vous l'aurez peut-être testé. Donc, c'est un petit peu
toute l'idée aujourd'hui autour de laquelle la QA chez MangoPay travaille pour du coup surveiller l'expérience de nos utilisateurs. Mais jusque-là, je ne vous ai pas répondu à la question comment on fait du coup, Farah, pour avoir la vision sur les scénarios et quand on doit répéter un scénario donné ou un problème donné en production. Eh bien, en fait, avant d'aller encore plus loin, j'ai envie de vous dire, il faut déjà se poser les bonnes questions. Il faut se poser la question sur quelles sont les clés de performance déjà que vous pouvez ou vous voulez suivre. Et sur cette question, vous êtes les seuls avec votre service, avec votre boîte, avec le produit avec lequel vous travaillez, avec les développeurs, les seules personnes qui seraient capables à répondre à cette question. Parce qu'en fait, les KPI, donc les clés de performance que vous allez suivre pour un produit, sont vraiment tournées vers l'expérience de ce produit-là et vont varier vraiment d'un produit à un autre. Et c'est ça qui fait l'unicité d'un produit. Et si je devais vous donner quelques tips pour vous dire comment vous définissez ces KPI, eh ben, je dirais, posez-vous ces 3 questions et généralement, ça va vous aider déjà à y voir plus clair. La première, c'est que cherchez-vous à suivre? La deuxième, pourquoi? Et la troisième, qui détient l'information? Et ça, vous allez voir surtout après comment cette question-là, troisième question, est très importante parce que c'est elle, en quelque sorte, qui va vous aider à savoir le comment. Donc, allons déjà plus dans le concret, que je vous montre un exemple. Donc, admettons qu'en fait, on cherche à suivre la qualité de service des paiements chez MangoPay. Et ben, le pourquoi pourrait être en fait pour identifier la cause d'une erreur d'un paiement ou d'un autre. Et où, et ben, en fait, à travers les informations end-to-end, donc toutes les informations sur un paiement pour un utilisateur donné. Comment maintenant? Comment va-t-on trouver ces informations-là qui sont très centrées pour le paiement, qui sont sur cette KPI-là en particulier? Comment va-t-on faire? Donc, la première partie va être sur le stockage de la donnée. Chez MangoPay, nous avons choisi de stocker la donnée à travers Elasticsearch. Je ne sais pas si vous connaissez Elasticsearch, mais Elastic, c'est en fait un outil, un indexeur de données et un moteur de recherche. C'est comme si en fait vous allez mettre l'information dans une sorte de dictionnaire pour pouvoir la retrouver très rapidement et de la manière la plus efficace. Généralement, l'information elle est structurée selon des index qui sont des noms logiques qui contiennent des données sur un domaine particulier ou plusieurs d'ailleurs. Et pour visualiser l'information, la stack Elastic offre également un autre produit qui s'appelle Kibana, qui vous permet en fait de visualiser l'ensemble des informations que vous avez stockées, de faire des searches et de vraiment tirer la plus-value, on va dire, de ces informations que vous stockez. Donc, maintenant, allons voir un scénario que du coup le support nous remonte pour du coup refaire le scénario sans avoir le scénario plutôt. On a le cas en production sans avoir le scénario. Donc l'exemple, admettons le support nous remonte un problème lié à un paiement. Donc la démarche classique va être, on va effectuer un paiement sur l'environnement test, tout fonctionne. On va effectuer le paiement sur la production, tout fonctionne. Et là, encore une fois, on n'a pas les spécificités. Hein. On n'a pas typiquement le client, il a essayé de faire un paiement dans quelle devise? Est-ce qu'il a essayé de payer en euros ou est-ce que c'est une autre currency? Est-ce qu'il a fait ça avec une carte qui vient de telle ou telle banque? On n'a absolument aucune information. Donc, après, par la suite, dans une démarche classique, c'est qu'on va aller investiguer sur les logs techniques. On va voir, est-ce qu'on a un bug déjà dans notre API? Peut-être qu'il y a quelque chose qui fonctionne mal. Et là, encore une fois, on investigue et tout se passe bien. Il n'y a aucun problème. Notre API répond très bien et on ne voit pas d'où viendrait le problème. On va encore aller plus loin dans une démarche classique. Et là, vraiment, il faut déjà s'attacher et vouloir réellement résoudre le problème, je dirais. C'est d'aller vérifier le branchement avec le service externe. Par exemple, voir avec l'équipe infrastructure si le service externe répond ou pas normalement. Et en fait, tout ça, en faisant tout ça avec la démarche classique, on voit que tous les voyants sont verts. Tout se passe bien, on détecte un problème, aucun problème à aucun niveau donné.
Mais la difficulté là-dessus, c'est qu'en fait, on n'a pas d'informations détaillées sur le scénario end-to-end. On n'a pas de visibilité globale sur l'écosystème. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que sur le paiement, MangoPay n'est pas le seul acteur. Nous avons aussi un service de paiement que nous utilisons, donc c'est un service externe qui, lui, va interagir avec l'ensemble de l'écosystème bancaire, hein, des banques, les banques des clients, etc. Donc, ça fait que c'est très complexe et on ne sait pas forcément si, par exemple, ce service externe, lui, répond très bien. Est-ce que l'écosystème dans lequel il est, lui, fonctionne normalement? Et ces informations-là, encore une fois, on ne les a pas. Et bien, en fait, grâce au fait qu'on a donc, du coup, indexé la data dans Elastic, donc, comme vous pouvez le voir ici, nous avons un index qui est spécifique tous les appels que nous avons end-to-end sur les paiements. Et en fait, juste en ayant l'ID du paiement par le support, on est capable de le retrouver sur ce qu'on a stocké donc, du coup, en termes de data. Donc, on peut déjà visualiser le paiement qui a été fait le 20 mai à 16h11, donc comme vous pouvez le voir ici. Donc déjà, on a une première piste. On est capable de le visualiser. On a bien indexé les informations nécessaires. Puis par la suite, en fait, si j'étends ma vue, vous allez pouvoir voir l'ensemble des informations. Donc là, du coup, ce qu'on a tracé, ce qu'on a collecté comme informations sont assez, on va dire, assez importantes pour nous donner une vision globale sur le comportement end-to-end. Donc là, typiquement, vous voyez que la devise du paiement était du GBP, que la carte de l'utilisateur qui a fait le paiement, c'est une carte américaine. Donc là, déjà, à partir de là, vous avez quelques pistes pour le scénario, voire même la piste exacte du scénario. Je ne vais pas m'étendre plus dans les détails parce que là, vraiment, on rentre dans l'application MangoPay et je ne pense pas que ça vous intéresse. Mais clairement, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, vous pouvez, à ce moment-là, visualiser votre scénario au détail près. Et ce qui est intéressant, si vous regardez la ligne là où il y a mon curseur, PSP Long Message, donc là, c'est la réponse du service externe de paiement, et bien vous voyez un système internal error. Donc, dans ce cas-là, vous avez deux choix possibles. Soit essayer de récupérer ce scénario et essayer de faire le même scénario et voir si vous reproduisez. Sinon, ce que nous, on fait généralement, c'est qu'en fait, on va récupérer ces logs-là, les envoyer à notre service externe et leur dire « Vous avez un problème sur ce paiement-là avec l'ensemble des informations. » Et vous pouvez même aller plus loin. Vous pouvez voir si vous avez des tendances, par exemple. Vous pouvez, grâce à Kibana, voir si vous avez des tendances, si tous les paiements, par exemple, sur une currency GBP avec une carte américaine ont le même comportement. Et dans ce cas-là, vous êtes allé plus loin parce que vous avez détecté peut-être un problème chez votre service externe et lui, il n'est peut-être pas encore au courant. Donc, tout cela est bien beau hein, et vous répond à la question de comment on trouve le scénario. Mais c'est quand même dommage d'avoir l'ensemble des informations, d'être capable de visualiser quand on a un problème qui vient d'un service externe ou autre, et être dans une démarche où c'est le client qui nous appelle pour nous dire « Coucou, vous avez un problème ». Ça fait quand même pas très professionnel en qualité de service. Donc, on voulait aller plus loin. Comment donc on a fait ? On a utilisé un outil qui s'appelle Grafana pour avoir une visibilité globale sur un ensemble de KPI qui touchait que ce soit l'expérience typiquement ou encore l'infra et pouvoir vraiment avoir différentes sources de données, toutes sur la même vue pour pouvoir savoir par exemple si c'est le temps de réponse du service externe qui s'est dégradé, donc du coup c'est le service externe, donc vraiment pouvoir faire des analyses plus poussées directement grâce au graphe. Et ça nous a permis du coup d'avoir une vision globale, d'être en capacité d'observer les problèmes en production, en continu et en temps réel. Mais encore une fois, si vous avez ces graphes, ça veut dire pour voir un problème, il faut avoir les graphes sous les yeux, H24, et ne faire que ça, je dirais. Parce que clairement, si vous avez un problème et que vous ne le voyez pas, encore une fois, pas de bol, votre problème, il était bien visible dans vos graphes, mais malheureusement, vous ne l'avez pas vu. Et là encore, on voulait aller plus loin. Donc, on s'était dit, on a maintenant du monitoring passive, mais on voulait passer sur une surveillance qui, elle,
elle était plutôt un monitoring actif, mais on voulait passer sur une surveillance qui, elle était passive. C'est-à-dire, on ne veut plus avoir ces graphes devant nous en temps réel. Donc, il fallait déjà au départ observer des tendances, définir ces seuils qui sont par rapport à des tendances. Et après, on a du coup mis en place des alertes grâce à Elastalert pour avoir du coup des alertes à chaque fois où on avait une suspicion de problème en production. Et comme ça, on prenait le temps d'être vraiment proactif pour nos clients, leur donner l'information dès que nous, on était capable de la voir. Et généralement, on la loupe pas, on va dire, nos alertes sont assez pertinentes pour remonter les problèmes. Le problème avec ça, c'est que si vous avez beaucoup d'alertes, chose nous, on n'est pas encore tombé dedans, mais ça peut arriver. Si vous arrivez à cette étape, vous pouvez avoir différentes alertes avec différents, on va dire, à différents niveaux, par mail, par Slack, par téléphone, etc. Et vous êtes tellement noyé sous les alertes qu'en fait, ces alertes deviennent obsolètes, que personne ne regarde ces alertes. Et donc, nous, ce qu'on a fait pour nous assurer quand on met une alerte et quand on met quelque chose que celle-ci ne devient pas obsolète, c'est définir un process et surtout des owners. Donc, qui regarde l'information et quand? Donc, par exemple, si je reviens sur la qualité de service des paiements, donc là-dessus, nous avons des alertes et ces alertes-là sont vues par les ingénieurs assurance qualité, analysées par les ingénieurs assurance qualité et reportées aux équipes, différentes équipes. Donc, du coup, dès qu'on sait d'où viendrait le problème. Et le point là-dessus, c'est que le process, il n'est pas clôturé jusqu'au moment où on trouve la résolution. Et si typiquement, on n'a pas trouvé la résolution, le process, lui, reste ouvert et on va revenir là-dessus quasiment toutes les 2 semaines pour savoir où est-ce qu'on en est, est-ce que typiquement, on a réussi à avancer ou pas. Donc, jusque-là, vous avez vu que la surveillance chez nous, c'est vraiment un process qui s'est construit avec le temps. Moi, ce que je dirais, ce que vous devez retenir aujourd'hui, c'est 4 piliers qui, pour moi, vraiment me restent avec moi tous les jours et je les ai en tête tous les jours et je pense que c'est assez intéressant aussi de les partager avec vous. Ces piliers-là, c'est tester, certes, c'est très important. C'est la base pour n'importe quel produit de tester à minima les scénarios les plus risqués, etc. Mais quelle que soit en fait votre couverture de test, déjà si vous allez vouloir tout tester, votre couverture pourrait devenir peut-être lente à l'exécution, difficile à maintenir. En fait, il faut aussi se rendre à l'évidence que tester, ce n'est pas la seule façon de détecter des problèmes. Et que ce n'est pas grave s'il y a des problèmes qui sont détectés plus tard. Par contre, ces problèmes-là, il faut les observer. Donc, il vaut mieux peut-être les observer en production, être capable de les détecter, que juste détecter des problèmes avant le test et une fois en production, ne plus se soucier de la qualité de service qu'on délivre à nos clients. L'autre point, c'est qu'en fait, la prévision, la sensibilisation et la maîtrise sont vraiment les meilleurs outils de l'ingénieur assurance qualité. Parce qu'en fait, vous pouvez tester tout ce que vous voulez avant d'aller en production. Si vous ne sensibilisez pas typiquement le produit, les développeurs à rajouter les bonnes logs, à indexer les bonnes data, à penser typiquement observabilité et monitoring, et en fait, vous pouvez encore une fois tout tester, mais la maîtrise après la mise en production, elle ne sera pas là. Donc, il faut toujours travailler sur la prévention, la sensibilisation et comment on fait pour maîtriser au mieux notre produit. Et enfin, moi, je dirais, le mot de la fin, c'est que la qualité de service n'est pas la responsabilité seule de l'ingénieur assurance qualité ou encore du testeur, mais plutôt une responsabilité commune à tous. Et c'est comme ça, si typiquement, vous arrivez dans une boîte et que vous voulez que tout le monde soit sensibilisé à la cause, il faut vraiment travailler sur la culture de la qualité de service, plus que même juste sur les tests ou juste des tâches sur les scénarios, etc. Donc vraiment, c'est la responsabilité de tous. Et ainsi, nous avons achevé ce speech. J'espère que ça vous a plu. Pour finir, je vous laisse juste répondre
à la dernière question sur Klaxoon, définir en un mot ce que vous avez retenu du coup de cette présentation. J'espère que vous avez quand même retenu quelque chose. Et puis, je vous écoute pour les questions. Est-ce que nous avons des questions? Si vous avez des questions et que vous ne souhaitez pas les poser à l'oral, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Hein. On peut déjà peut-être partager vos ressentis sur la présentation. En attendant de lire du coup vos questions. Alors, une première question, je pense, de Nabil. Impactez-vous les scénarios de test par les anneaux remontés en prod? Oui, bien sûr. Clairement, ce qui va se passer, c'est qu'en fait, ce qu'on va observer, typiquement ces tendances qu'on va observer en production, généralement vont nous guider à mieux connaître nos clients. Ils vont nous guider en fait à savoir quels sont par exemple, les scénarios à répétition. Est-ce que typiquement, on n'a pas une currency qui revient toujours, par exemple, si je prends le paiement, et donc du coup, qui n'est pas assez couverte, et donc il faut qu'on la couvre. Donc, ça nous aide assez bien à définir du coup une stratégie après plus sur le comportement des clients, sur l'automatisation des tests. Alors, combien de temps de mise en place? Oui. Excuse-moi, Lucie qui se posait une question. Vas-y, Lucie. Ouais. Je voulais juste savoir, en fait, comment vous répartissez ce monitoring entre les équipes de testeurs et les équipes plutôt DevOps. Enfin, du coup, quelle est la répartition, en fait? Parce que j'ai l'impression que ça se recoupe un peu sur certaines choses, peut-être. Alors, les DevOps, en fait, vont, eux, plutôt s'intéresser à toute la partie infrastructure. Donc, typiquement, un serveur qui est up, qui est down, les requêtes SQL qui prennent beaucoup de temps, un CPU trop chargé. Donc, c'est ce que je disais. C'est plutôt vraiment la qualité de l'infrastructure et c'est la partie, du coup, que moi, je définissais comme du monitoring passif. Et nous, en fait, on va vraiment se concentrer sur l'expérience. Donc, en gros, un paiement, il fait pourquoi? Pour quelle raison? Vraiment, c'est très détaillé sur le métier. Une page, est-ce qu'elle répond? Est-ce que le bouton il est bien affiché ou pas? Ça, en fait, les ops, ils vont pas du tout se concentrer, on va dire, sur l'expérience, sur la feature, comment elle est développée, quelle est sa plus-value pour l'utilisateur, etc. Nous, c'est vraiment là où on va se concentrer. Et eux, ils vont se concentrer que sur l'infrastructure. Après, certes, il y a certaines fois, par exemple, où le problème, il peut être, ça peut être un effet de bord, on va dire un paiement qui ne fonctionne pas, mais en fait, la cause réelle est l'infra. Bah, du coup, c'est là où, du coup, on se coordine. Ou soit c'est eux qui l'ont vu avant et on a de la chance, soit nous, on l'a vu après et dans ce cas-là, on va les alerter. Ok. Et est-ce que les équipes produits font un petit peu de suivi aussi comme ça? Oui, totalement. C'est pour ça que je parlais de sensibilisation. Ce n'est pas aujourd'hui que le travail de l'ingénieur assurance qualité. Typiquement, sur les squads, par exemple, si on a une squad paiement en cash flow, bah, cette squad-là, elle va également faire du monitoring sur ces moyens de paiement. Typiquement, surtout quand on va sortir de nouveaux moyens de paiement. C'est eux-mêmes, limite, maintenant, qui sont moteurs. Et c'est de là, je pense, où la réelle plus-value de la sensibilisation. Ok, super, merci. Merci à toi. Bon, je regarde s'il y a d'autres questions. T'as combien de temps la mise en place de ce que tu nous as... Combien de temps la mise en place de ce que tu nous as présenté? Donc, est-ce que c'est des mois, des années? Combien de temps ça se compte en mois. Donc, la première partie, surtout sur la mise en place, on va dire tout ce qui est infra, élastique, etc. Donc, ça nous a pris quelques mois, je dirais 3 à 6 mois. Moi, j'ai eu de la chance quand je suis arrivée, ça a été déjà en place. Puis après, en fait, une fois que vous avez la stack qui est là, les choses peuvent dérouler très rapidement. Parce qu'en fait, vous allez faire un premier essai avec les premières logs. Et une fois en fait que vous avez testé la première fois les logs, on va dire que vous êtes jeté à l'eau, ça va être très très simple après de implémenter de nouvelles logs, créer de nouveaux graphes.
vous allez bien sûr mettre un peu de temps aussi pour trouver des tendances, mais on va dire la mise en place, elle va plus vous coûter vraiment du temps. Et c'est pas très complexe en fait à mettre en place. Hein. Tu as Jérôme C qui pose la question, est-ce que le monitoring est couplé avec un outillage de collecte des logs? Que veut-il dire par des logs? Des logs techniques? Ou parce que tout est relatif. Nous, par exemple, ce qu'on met sur ce qui est visible via Kibana et Elastic, on dit par un abus de langage, on dit que c'est des logs. En quelque sorte, oui, c'est des logs parce qu'en fait, on va loguer toutes les actions de nos utilisateurs. Mais clairement, oui, en fait, vous pouvez indexer tout ce dont vous avez besoin sur Elastic. Elastic est vraiment une stack très, très puissante pour ce genre de choses. Et typiquement, les logs techniques, nous aujourd'hui, on a certaines logs techniques qui sont via Elastic et qui sont dans les graphes du coup qu'on a sur Grafana où on couple les erreurs techniques avec les erreurs que les utilisateurs ont pour savoir typiquement est-ce qu'il n'y a pas de coordination, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est lié par exemple à un problème d'implémentation. Donc, c'est vraiment possible et c'est aujourd'hui, nous, quelque chose qu'on fait en partie. Je ne dirais pas qu'on fait en tout, parce qu'il y a certains logs qu'on l'a pas, mais oui, on fait ça en partie. Une question il y a eu plusieurs questions qui regroupent un petit peu le même sujet. C'est quelle est la répartition et qui crée ces outils monitoring? Juste, si on compare un petit peu, si on fait un parallèle à l'automatisation, par exemple, l'automatisation, ça peut être fait par des testeurs, des développeurs ou ensemble. Comment se fait la création des outils d'automatisation, donc des graphes et de l'alerting chez MongoPay? Alors, c'est deux parties. Clairement, c'est l'ingénieur assurance qualité, c'est le produit, c'est les développeurs et c'est les ops. C'est vraiment un travail collectif. Tout dépend d'où vient la demande. Si typiquement, on voudrait monitorer quelque chose côté produit, ben en fait, c'est peut-être le produit qui va le demander, on va les superviser, les aider à mettre en place les bonnes logs, etc. Mais c'est clairement un travail collectif. Hein, et on va dire, à chaque fois, il y a un owner qui va venir avec sa problématique, donc avec sa clé de performance. C'est pour ça que je vous ai dit, la clé de performance, elle est vraiment unique à chacun. Hein. D'ailleurs, elle peut être unique. Le produit va demander quelque chose, le QA va vouloir voir autre chose. Hein. C'est totalement possible. Et le dev, encore une autre chose. Le point le plus important, c'est déjà de définir ces clés de performance-là. Et du coup, on a un honneur et après, on déroule. Chacun fera la partie qu'il faut. Nous, aujourd'hui, sur tout ce qui est, par exemple, conception des graphes et des alertes, on a une vraie expertise côté ingénieur assurance qualité et on essaye vraiment de partager ces expertises pour que tout le monde se sente aussi libre et autonome de mettre en place des alertes ou encore des graphes. Donc, merci pour ta réponse. Il y a deux questions qui, je ne sais pas si tu vas pouvoir y répondre ou pas, mais comment est venue l'idée d'utiliser Elasticsearch? Alors, moi, je n'étais pas là, malheureusement, pour pouvoir dire pourquoi il y a eu l'idée d'Elasticsearch. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, nous, on continue quand même avec le même outil. C'est un outil assez puissant. Vous pouvez vraiment y répondre totalement à la question. Et jusque-là, on se pose même des questions pour le rendre plus intelligent, pour typiquement utiliser toutes ces fonctionnalités, faire typiquement du machine learning, de la prédiction, etc. Et on ne se pose pas du tout la question de le changer. Mais pourquoi on l'a mis en place à l'époque, pourquoi on avait choisi cet outil-là en particulier, je saurais malheureusement vous répondre. Il y a une question sur la maintenance de ces outils de monitoring. Comment ça se déroule? Et moi, je rajouterais, est-ce que c'est complexe autant que des frameworks d'automatisation, de tests? Alors, comment c'est maintenu? Typiquement, tout ce qui est mise à jour, infrastructure, etc., c'est les équipes Ops, donc infra, qui font la maintenance. Nous, d'ailleurs, on peut être aussi moteur sur certaines maintenances. Par exemple, là, comme je vous ai dit, on veut absolument aller plus loin dans notre monitoring. Donc, on est en train de pousser pour qu'on fasse une migration vers la dernière version d'Elastic. Donc, ça, on sait que c'est les Ops qui vont le faire, mais clairement, on est là, le honneur qui va pousser le sujet.
Est-ce que c'est complexe? Ça peut l'être, typiquement, parce que comme tout outil, il va avoir typiquement des breaking change, des choses de maintenance pure et dure. Et ça, bah, c'est normal, ça fait aussi partie des règles du jeu, je dirais. Après, pour la maintenance des alertes en elles-mêmes, et ben, en fait, tout dépend de comment vous avez mis vos alertes. Il y a des manières, on va dire, un peu intelligentes de faire les choses. Et si vous faites les choses bien, sincèrement, vous n'avez pas à maintenir vos graphes ou vos alertes. Moi, je suis arrivée, comme je l'ai dit, depuis 3 ans. J'ai revu la dernière fois, il y a 2 ans, mes alertes et mes graphes. Certes, à des moments, je vais les changer un petit peu, mais genre, ça va me prendre peut-être une demi-heure. Mais clairement, je n'ai pas un vrai travail de maintenance avec des gros silos de temps appropriés. Okay, cool, merci. Et une question, je ne sais pas si c'est lié au monitoring et au testing en prod, qui est posée par Rose et aussi accompagnée par Jennifer. Peux-tu parler de la manière dont vous avez mis en place justement la culture de la qualité dans les différentes équipes? Donc ça, c'est un peu plus général. Donc si tu peux faire un retour d'expérience sur… Bien sûr. Alors, en gros, certes, comme je disais, c'est vraiment quelque chose de sensibilisation. C'est dans la sensibilisation, l'implication. C'est-à-dire, en fait, déjà, quand on a choisi les outils de test, d'automatisation, de monitoring, etc., on a toujours inclus l'ensemble des équipes. On a toujours pris leur avis et on leur a toujours dit que leur avis comptait. Et quand on a fait ces choix-là, typiquement, par exemple, on a choisi des outils qui sont assez user-friendly, qui pouvaient être aussi bien utilisés par la QA que par le dev, que par le produit. Donc déjà, on les a impliqués. Et ça, je pense, c'est le premier pas vers la sensibilisation, c'est l'implication. Puis par la suite, en fait, il y a Yann qui répond en plus. Donc Yann est le QA qui nous a mis tout ça en place au départ, avant même que j'arrive. Donc moi, quand je suis arrivée, il y avait déjà une belle base. Hein. Mais clairement, en fait, après, tout le long, c'est… quand on a du produit ou des développeurs qui voient très bien qu'on est capable de répondre et de trouver des problèmes en production très rapidement, qu'on a des outils qui sont vraiment assez bons et que du coup, ça répond à leurs problématiques, et ben en fait, ils ne peuvent que adhérer. Du moins, chez nous, ça s'est peut-être passé d'une manière facile, mais sincèrement, on a eu une belle adhésion. Et là, je disais encore une fois, sur le monitoring, au départ, c'était vraiment une initiative prise par la QA. Aujourd'hui, on a le produit qui nous demande quasiment n'importe quelle nouvelle feature qui est créée, nous demande comment on fait au préalable pour avoir des logs, pour ne pas oublier le monitoring. Donc vraiment, c'est venu avec, je dirais, la pratique et la sensibilisation et l'implication. J'espère avoir répondu à la question. Il y a une question de Benjamin qui demande comment suivez-vous ces graphes aujourd'hui? Est-ce qu'en remote, est-ce qu'il y a un écran dédié ou est-ce que c'est uniquement de l'alerting sur Slack? Alors, il y a les deux. Il y a pas mal d'alerting, comme je disais tout à l'heure. Hein. Je pense que sincèrement, 80%, voire même 90% de notre monitoring se fait par le système d'alerting. Après, on a tous des écrans, on a tous ramené nos écrans avec nous pour avoir aussi la capacité d'avoir les graphes en temps réel, surtout par exemple lors des mises en production, pouvoir les suivre en temps réel et savoir ce qui se passe. Et au bureau, on a une télé qui est dédiée à ces graphes-là et qui se met à jour avec l'ensemble des KPI qui nous intéressent. Si tu parles, Mimo, on ne t'entend pas. Non, je ne parlais pas, j'attendais. Il y a d'autres questions? Oui, je vois une question de Nabil, il me semblait. Ouais. Du coup, préparer est-ce que… Toi, c'est une bonne. En fait, moi, je dirais que non. Nous, en fait, on va dire aux produits, par exemple, n'oubliez pas le monitoring. Et c'est à eux, du coup, nous, on fait que sensibiliser en étant impliqués le plus tôt. Et c'est à eux, du coup, de bien penser au log, de bien penser au monitoring. Donc, c'est pas encore une fois, ce n'est pas qu'une responsabilité d'ingénieur assurance qualité. Nous, on va juste donner les best practices, le meilleur chemin d'y arriver.
Et c'est du coup à libre arbitre aux produits développeurs d'implémenter les logs, d'y penser et de rajouter après le monitoring une fois que c'est en production. Est-ce qu'il y a une autre question? Je pense que non. Si, Simon, il y a une question? Non? Simon, peut-être? Allez. Donc, la question de Simon, c'est est-ce que votre besoin de QA est motivé par le service client? Alors, je ne sais pas comment interpréter cette question, à vrai dire. En soi, certes, le service client est très content, mais en fait, je pense que c'est surtout motivé par rapport à nos engagements. Comme je disais, hein, clairement, on a des SLA. Hein, je ne sais pas qui a parlé des SLA, j'ai vu Aloussine a parlé des SLA. Oui, on a du coup un Service Level Agreement, donc du coup vraiment des engagements légaux envers les clients. Donc on va dire si on ne voit pas les problèmes, donc si on ne monitore pas, ça peut nous coûter cher. Et la continuité de service fait vraiment partie du produit, je dirais. Donc je dirais que c'est surtout ces deux points-là peut-être qui eux, motivent le besoin du monitoring et de qualité de service, etc. Très bien. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Non, il n'y a plus de questions. Je pense que... Ah, bon, on a une dernière. Je pense qu'on va répondre à la dernière question. Et on va s'arrêter là. Alors, la dernière question, c'est quel est le ratio coût-test par rapport au coût total du projet? Alors, moi, je serais incapable de vous dire typiquement, est-ce qu'on met plus de tests, moins de tests. Ça dépend du projet, clairement. Hein. Si le projet, il est à risque, on va mettre pas mal de QA. Si on n'a pas, on va pas en mettre à tous les coins et on va observer en production. Vraiment, tout dépend. Tout dépend des projets. Après, vraiment, on se concentre plutôt sur le risque et sur la maîtrise en fait, du projet en soi, plus que sur des coûts. C'est ça qui va nous intéresser le plus. Voilà. Merci pour ta réponse, Farah. Merci pour ta belle présentation. C'était super cool, super intéressant. J'espère que vous avez apprécié. Merci à tous les participants. Merci pour votre temps. Je ne sais pas si Lucie... Il y a Emma qui veut parler, peut-être juste avant que tout le monde ne se déconnecte. Qui ça? Emma. Ah, Emma, pardon. Oui. Emma. Emma. Faut que tu enlèves ton mute, Emma, pour t'entendre. Si vous voulez faire comme Farah, que vous souhaitez nous présenter des sujets, on peut assez rapidement mettre en place des meet-up, justement au profit de cette situation assez particulière où les meet-up en physique ne se font pas pour l'instant. Du coup, si, comme Farah, vous souhaitez nous partager un sujet, n'hésitez pas à nous contacter sur le Slack ou dans les meet-up respectifs des villes organisatrices. On se fera un plaisir de caler une date et de faire le nécessaire pour vous mettre en place un meet-up. Voilà. Diana, du coup, je vais parler pour Emma, parce qu'apparemment, elle n'arrive pas à parler. D'accord. Pas parce qu'elle n'a pas la capacité physique, hein, mais je pense un problème de connexion. C'est juste pour partager l'initiative qui a été lancée au niveau franco-anglophone par Emma et Art Kramer, qui est aux Pays-Bas, sur un projet de livre en fait franco-anglais sur les compétences du 21e siècle du testeur. Et donc, il y a un appel à contribution que Emma voulait partager et relayer justement à la communauté française pour récupérer différentes contributions de ce que chacun peut apporter sur cet ouvrage. Donc, je vous mets le lien dans le chat pour ceux qui veulent aller voir ce que c'est et s'ils veulent contribuer.
Cool. Voilà, j'ai passé le message. Super. Très bien. Bah, à mon tour, du coup, de vous remercier tous, du coup, pour votre présence. Et surtout, remercier Ministry of Testing France hein, pour l'accueil et pour ce merveilleux meet-up. Et puis, je vous souhaite une bonne soirée. Je peux remercier Jenna. Merci beaucoup, Farah. Merci, Farah. Bonne soirée. Bonne soirée. Du coup, pas de pizza, pas de bière pour ce soir.